BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. On y voit un petit peu plus clair sur la manière dont les écoles reprendront au mois de septembre, quelle que soit la situation sanitaire dans laquelle on va se trouver. Les ministres de l'Éducation ont pris un stylo 4 couleurs pour prévoir 4 scénarios. Du rouge, ce serait la résurgence de l'économie. Au vert, on serait sorti d'affaires. On est avec Julien Nicaise, bonjour. Vous êtes l'administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement. C'est le réseau officiel de ce qu'on appelait autrefois la communauté française. Ça apporte suffisamment de clarté, vous qui êtes à la tête d'un des gros pouvoirs organisateurs de l'enseignement en Belgique francophone? Oui, ça apporte de la clarté, effectivement. Tout n'est pas réglé au dernier carat, bien entendu, mais au moins nous sommes ici toujours pendant l'année scolaire. Les directeurs, les équipes pédagogiques sont encore en place pour quelques jours. Et donc cette clarté qui arrive aujourd'hui, c'est vraiment bénéfique parce que ça permet de préparer l'avenir, effectivement. Parce que l'année, effectivement, elle se termine pour les élèves au 1er juillet. Ça veut dire que dans les premières semaines de juillet et puis fin août, les directions d'école notamment vont pouvoir travailler à la rentrée. Est-ce qu'on peut détailler ces 4 couleurs, Julien Nicaise? Aujourd'hui, si la situation est inchangée, on serait dans une couleur jaune et c'est celle-là qu'on devrait retrouver à la rentrée si les choses ne bougent pas. Affirmatif. Donc ça veut dire dans ce cas-là que l'ensemble des élèves va pouvoir retourner à l'école. C'était vraiment une exigence que nous avions. L'obligation scolaire est rétablie. Donc tout le monde retourne à l'école. Les enfants du maternel et du primaire, c'est 5 jours semaine dans leur classe, je dirais de manière classique. Par contre, au secondaire, ce n'est que 4 jours sur 5. Donc, le mercredi a été décidé comme étant une journée, je dirais, neutralisée sur le plan de la présence physique. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des apprentissages ce jour-là qui ont lieu. Ça veut dire que ce n'est pas un jour blanc. Ça veut dire que le mercredi, on aura encore des cours en ligne, à distance. Tout à fait. Donc, soit les enfants, les adolescents, puisque c'est en secondaire, recevront du travail à domicile de manière classique, soit ce sera des pédagogies un peu plus, je dirais, innovatives, donc notamment, par exemple, le principe des classes inversées, soit encore, effectivement, ils pourront avoir des contacts à distance, en direct, par exemple, via visioconférence avec leurs enseignants. Ouais. Pourquoi alors est-ce qu'il faut avoir ce mercredi neutralisé si les élèves d'un côté, les enseignants de l'autre continuent à travailler ? En tout cas, c'est les experts qui nous expliquent que c'est un choix qui est vraiment sanitaire de laisser, je dirais, les contacts retomber une journée au moins par semaine, de manière à ce qu'il y en ait un peu moins pour permettre finalement à tout le monde, entre guillemets, de souffler, tant les enseignants que les élèves et même le bâtiment sur le plan de la propreté et sanitaire. Ça veut dire que le mercredi, on pourra par exemple en profiter pour nettoyer à fond toutes les classes et toutes les parties communes. Je traduis bien. Par exemple. Ouais. Par exemple. Est-ce qu'on peut détailler, on est toujours dans ce scénario jaune qui correspond à la situation qu'on connaît aujourd'hui. On garde pour le secondaire, donc pour les plus de 12 ans, on garde les gestes barrières, les enseignants continuent de porter un masque. Comment ça va se préparer et se concrétiser en termes sanitaires ? Oui, donc les règles classiques d'hygiène des mains, par exemple, ou de distanciation physique lorsque c'est nécessaire, continuent à s'appliquer. Alors pour le masque, ça dépend vraiment des niveaux d'enseignement. Dans l'enseignement maternel, personne ne porte le masque. Dans l'enseignement primaire, les élèves ne portent pas le masque, mais l'enseignant doit le porter quand il parle à voix haute à la classe. Donc ça, c'est pour éviter la projection de gouttelettes. Donc ça veut dire qu'il peut le retirer en fonction de ce qu'il fait dans la classe ou pas. Dans le secondaire, là, les élèves et les enseignants doivent effectivement porter le masque. Ça, c'est le scénario jaune. Alors, on espère ne pas tomber dans l'orange ni dans le rouge, mais s'ils existent, si on les a écrits, c'est pour se préparer au pire. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? On n'irait plus en classe 4 jours semaine dans le secondaire? C'est ça. Donc, le maternel et le primaire restent 5 jours à l'école, quoi qu'il arrive, je dirais, au niveau de la situation sanitaire. Par contre, si la situation s'aggrave pour le secondaire, on ne va plus 4 jours à l'école, mais on n'y va plus que 2 jours. Et donc, on divise là les classes en 2. On fait 2 groupes avec les classes. La moitié des élèves vient le lundi, le mardi de la première semaine, et puis le jeudi et le vendredi de la deuxième semaine, et inversement, de manière à ce que l'ensemble des élèves reçoivent quand même les cours dans un horaire classique. Cette solution permet de ne pas devoir chambouler l'horaire. Et je dirais même que de manière générale, ces 4 scénarios vert, jaune, orange, rouge ont le très grand avantage de ne pas devoir construire et déconstruire nos établissements scolaires comme nous avons dû le faire
aux différentes périodes que nous avons connues. C'est-à-dire que maintenant, on a une feuille de route et c'est aux directions d'école d'être prêtes et de préparer les 4 scénarios. Le scénario vert, c'est le retour à l'enseignement classique. Ce sera le cas notamment quand l'épidémie sera définitivement vaincue ou qu'on aura un vaccin efficace pour tout le monde. Donc, ce n'est pas le scénario privilégié pour l'instant. On sera donc a priori en jaune en ce qui concerne la rentrée de septembre. Je voudrais avoir 2 petites précisions encore, Julien Nicaise. D'abord, sur cette journée du mercredi, l'enseignement à distance. On sait que c'est une difficulté parce que certains élèves n'ont pas accès à de bonnes conditions d'enseignement à distance. Soit ils n'ont pas d'ordinateur ou de tablette, soit ils ont un mauvais réseau, soit ils n'ont pas la possibilité de s'isoler dans une pièce à part. Est-ce qu'on va pouvoir corriger ces inégalités? Est-ce que, par exemple, d'ici septembre, on peut réfléchir à des distributions de matériel ou ça ne va pas être possible? Ici, on y travaille vraiment avec le gouvernement et surtout avec nos établissements. J'étais encore ce matin, je le serai encore cet après-midi avec les directeurs d'établissements de l'OEBE pour voir comment on prépare les choses. C'est vrai que pour eux, ce ne sera pas nécessairement simple. Ils vont devoir faire des horaires, ce genre de choses. Pour les élèves en particulier, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir en tête la volonté de les toucher tous. Il faut de l'équité, il faut vraiment de la justice sociale dans la manière de faire. Je pense qu'avec un seul jour, un seul demi-jour, je dirais même à distance, c'est possible. Je cite une bonne pratique, par exemple, si vous mettez sur le mercredi des cours avec un nombre d'heures important comme le français, les maths, l'anglais, vous ne donnez qu'une heure de ce cours-là ce jour-là, ça veut dire que le reste de la semaine, le mardi ou le lundi, l'enseignant peut donner un certain nombre de devoirs à faire à domicile. Le jeudi et le vendredi, il récupère, il voit, ils échangent avec les élèves. Donc je pense que dans ces termes-là, c'est tout à fait gérable de faire en sorte que tous les enfants, tous les élèves, quels qu'ils soient, je dirais, suivis correctement. Alors, ce qui est très important à noter, c'est que quel que soit le scénario, donc quelle que soit la couleur dans laquelle on va se trouver à partir de la rentrée, il y aura cours. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, donc pour maternelle primaire, il y a cours tous les jours et pour le secondaire, il y a cours au moins certains jours par semaine. Ça veut dire que c'est le retour de l'obligation scolaire qui n'a jamais été levée, mais dont on sait qu'elle a été appliquée avec beaucoup de souplesse et beaucoup de tolérance. Il y aura moins de tolérance à partir de septembre? Exact, il n'y aura plus de tolérance par rapport à ça. Moi, j'ai plaidé pour la tolérance de ces dernières semaines. Je pense que dans l'urgence, on devait pouvoir s'adapter et comprendre les parents. Désormais, maintenant qu'on sait qu'on va devoir vivre avec ce phénomène assez longtemps, mais aussi parce qu'on sait que les enfants sont très peu porteurs et très peu diffuseurs du virus, on doit pouvoir maintenant s'assurer du retour de l'ensemble des élèves et des étudiants en classe. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont décroché? Parce que ça, c'est quand même une des inquiétudes des enseignants et du monde scolaire de manière générale. C'est qu'avec la fin de l'obligation scolaire, avec les réticences de certains parents, on a perdu la trace de certains élèves qu'on n'arrivait même plus à contacter par le biais de l'enseignement en libre. Vous avez des chiffres sur les élèves qu'on aurait pu perdre dans l'aventure du Covid-19? Oui. Alors, c'est surtout dans le secondaire qu'on a plus ressenti ce phénomène-là. Dans certaines classes, ça tournait autour de 20, 30, voire même 40% d'absentéisme. Donc ça, on peut effectivement mettre ça sur le compte de la surprise, de la crise et de la fin de l'année. C'est vraiment ça qu'on doit absolument éviter à la rentrée prochaine. Oui, ça veut dire qu'il y aura vraiment des sanctions pour ceux qui ne viennent pas en cours. Il y a contact avec ces familles, il y a moyen de leur faire passer le message ou pas? Oui, bien sûr. Donc, d'abord, il y a toutes les stratégies que les directeurs d'école et leurs équipes mettent en place, téléphoner aux familles, voire même aller jusque au domicile. Mais il y a aussi toute la structure, je dirais, qui tourne autour de l'école, le SAJ, les équipes mobiles, les AMO. Il y a beaucoup de dispositifs d'aide en matière sociale pour pouvoir convaincre ces familles de remettre leurs enfants à l'école. Alors, le SAJ, c'est le service d'aide à la jeunesse, et les AMO, ce sont les aides les associations d'aide en milieu ouvert. 2 questions d'actualité pour finir, si vous voulez bien, Julien Nicaise. La première, c'est celle des examens et des passages de classe. On avait dit que dans la règle générale, il y aurait peu de redoublement, qu'il faudrait l'accord des parents et qu'il n'y avait pas d'examen de passage cette année. La FAPEO, Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, s'est ému que dans certaines écoles, visiblement, on n'avait pas tout à fait appliqué cette consigne, qu'on avait organisé des examens et qu'il y avait un certain nombre de redoublements qui étaient contestés par les parents. Vous dites quoi à ces parents qui s'inquiètent? Donc moi, j'ai reçu très peu de retours négatifs de nos établissements ou des parents, donc ça me préserve, je pense que nous sommes dans les clous par rapport à ça. Bien entendu, il y aura certainement des cas où les parents vont contester certaines décisions. Je vous dis, j'en ai connaissance de très peu. Il y a évidemment tout un mécanisme de
de recours interne, de recours externe qui existent déjà en temps normal. Et donc, ces différents outils qui peuvent être saisis par les parents s'ils estiment qu'ils ne sont pas traités ou leur enfant n'est pas traité équitablement. Quand vous dites très peu de cas, c'est quelques dizaines sur les dizaines de milliers d'élèves qui fréquentent vos établissements ? À ce stade-ci, je n'en ai que quelques dizaines et à la grande louche. Donc, je suis plutôt confiant, même si tout n'est pas terminé, bien entendu. Oui. Alors, dernière question, Julien Niquez, la question du surcoût pour certaines écoles de la gestion de cette crise, où il a fallu parfois acheter du gel hydroalcoolique, organiser un circuit dans les écoles, faire un certain nombre d'aménagements. Dans le réseau libre, le CEGEC a estimé que ce surcoût était de 20 à 40 euros par élève en fonction du niveau d'enseignement. Il y a un surcoût également dans l'enseignement officiel où ce surcoût a été absorbé. Donc, il y a effectivement un surcoût qui est dû aux dépenses effectivement faites par les établissements, et il y a aussi beaucoup de non-dépenses qui n'ont pas eu lieu. Par exemple, j'entends dire que les internats sont en difficulté parce qu'il n'y a pas de rentrée financière. En même temps, dans les internats, on n'a pas dû préparer les repas, on n'a pas dû donner les douches, on n'a pas dépensé d'électricité. Donc, il y a une balance à faire entre les deux. Et effectivement, nous, on estime plutôt que c'est logique que l'école puise dans ses dotations, donc dans le budget annuel qu'elle a, ordinaire, pour pouvoir faire face à cela, et s'il le faut, reporter certaines dépenses à l'année prochaine. On parle de montants qui ne sont quand même pas excessifs. Donc vous n'allez pas demander de rallonge budgétaire. Toute dernière question, rentrée de septembre, il y a des cantines ou il n'y a pas de cantines ? Il y a des cantines, tout à fait. Donc si on est dans la zone jaune, il y a des cantines et même des repas chauds. Merci beaucoup, Julien Niquez, d'avoir été en direct avec nous. Julien Niquez, donc administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement, le réseau officiel de la communauté française. Merci à vous.